Rebonjour à toutes et tous, bonjour aux nouveaux présents peut-être qui nous ont rejoints en début d'après-midi. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à distance et qui sont connectés. Quatrième table ronde effectivement sur la reconnaissance des certifications par les entreprises, certifications formelles ou informelles. 5 interlocuteurs pour nous éclairer. Laurence Lepodeur de Kedge Business School, Marc Alperovitch d'Isograd TOSA, Pierre Lamblin de l'APEC, Marie-Laure Collet, chef d'entreprise, et Philippe Tourneur de France Travail. Ils nous rejoignent. Bonjour à toutes et tous, vous êtes saisis chacun d'un micro, c'est parfait. Je vais faire un petit tour de table pour vous présenter les uns les autres. On va démarrer par Marie-Laure Collet. Bonjour. Bonjour. Marie-Laure Collet, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez notamment une structure de recrutement, de conseil, d'accompagnement RH, et vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous dire quel est votre regard sur les certifications et aussi de nous parler des attentes des entreprises, bien sûr, en la matière. Deuxième interlocuteur, Philippe Tourneur, vous êtes, bonjour, vous êtes chargé de mission à la direction du développement des compétences de France Travail, vous êtes ingénieur de formation, plus particulièrement expert sur les marchés de formation de France Travail et sur la qualité de la formation. À vos côtés, Pierre Lamblin, bonjour. Alors Pierre Lamblin, vous êtes directeur des études de l'APEC, vous travaillez avec une équipe d'une quarantaine de collaborateurs. L'APEC est très productive, c'est une quarantaine d'études sur des thématiques très différentes qui sont publiées chaque année. Et puis ça c'est la partie études, puis il y a aussi la partie accompagnement des étudiants, cadres, des salariés cadres même, et des entreprises sur tous les enjeux de recrutement, d'emploi et de formation. Et on poursuit avec Marc Alperovitch. Rebonjour, bonjour ou rebonjour, ça dépend si les participants étaient là ce matin ou pas. Marc Alperovitch, vous êtes président d'Isograd qui délivre la certification TOSA, on l'a dit ce matin, et c'est plus de 80 000 certifications par an. Vous comptez 31 collaborateurs dans votre structure. Exactement. Et enfin, cinquième intervenant, une intervenante, Laurence Lepodeur. On vous remercie d'être là parce que voilà, un empêchement médical a failli vous empêcher d'être à l'heure ici au Palais des Festivals et des Congrès. Donc merci de votre présence. Vous êtes doyenne associée à la pédagogie et à l'innovation pédagogique à Kedge Business School. Quelques chiffres clés pour situer votre école. 10 000 étudiants, dont 4 000 alternants. 6 000 stagiaires de la formation continue. Vous avez 8 campus en France, 4 à l'international, 38 formations et 16 certifications, ce qui effectivement est beaucoup et va compter pour notre débat. Alors on va commencer par vous, Laurence Lepodeur, pour que vous nous disiez au sein de votre école quel est le rôle que jouent les certifications professionnelles, tant en fait à l'entrée du cursus que pendant, parce que bon, on voit bien que tous les étudiants effectivement suivent un parcours qui les amène vers une certification in fine, mais vous avez un usage des certifications de plus en plus important pendant le cursus, au début, puis pendant le cursus. Tout à fait. Les certifications, dans un premier temps à l'entrée, nous permettent d'avoir une sorte de filtre et de pouvoir déterminer un certain niveau de compétences déjà acquises par certains de nos étudiants. Et donc, le fait de passer ces certificats nous permet ainsi de mieux orienter les étudiants en fonction du niveau que l'on cherche à leur faire atteindre. Tout au long de la formation, pendant leur cursus, la certification va permettre de valider d'autres types de compétences, des compétences avec des référentiels qui permettent ainsi aux étudiants d'avoir une preuve d'acquisition de ces compétences auprès des entreprises lors de leur stage ou de leur entrée dans leur vie professionnelle. Quelques exemples de certifications que vous privilégiez, voire que vous rendez obligatoires dans le cursus.
Oui, quelques exemples. Bon, les certifications TOSA Excel, normales. WordPress, importante. Le Robert, pour avoir un certain niveau en français. Autre certificat, j'en oublie sûrement, des parcours sur la programmation, le Python, le VBA, etc. C'est davantage sur des compétences un peu techniques nécessaires pour nos étudiants. Alors ces choix qui sont faits par votre école sont souvent issus aussi de demandes De la part d'entreprises. de la part d'entreprises. Alors justement dans les demandes récentes peut-être qui vous sont adressées, dans les demandes du marché ou de quelques entreprises en particulier, est-ce que vous avez des illustrations ou des nouvelles demandes ou des tendances un peu nouvelles? Alors, tout dépend des formations, bien sûr, de nos étudiants, hein. On n'aura pas les mêmes demandes de la part des entreprises pour des étudiants qui sortent d'un master spécialisé ou d'un master généraliste. Donc là, il faut faire quand même quelques différences. Les demandes sont très fortes en matière d'Excel, parce que quand un étudiant, enfin quand ils arrivent sur le marché du travail, savoir utiliser de façon professionnelle ces outils-là sont indispensables. Et dernièrement, je dois vous avouer que le dernier comité de perfectionnement, ce qu'on appelle nous des comités de perfectionnement, c'est-à-dire des réunions avec des entreprises, des chefs d'entreprise, est apparu, maintenant tout le monde s'en doute un peu, des compétences nouvelles, notamment dans l'art du prompt avec l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore bien identifié, on connaît un certain nombre de compétences liées à l'intelligence artificielle générative, mais elles ne sont pas encore formalisées ou basées sur un référentiel reconnu, comme peut l'être par exemple Excel, Python Oui. ou autre. Ce qui rend un peu complexe le fait d'aller vers une nouvelle, le souhait de déposer une nouvelle certification. Exactement. Petite question sur le lien entre les certifications que vous proposez pendant le cursus et l'implication des étudiants. Est-ce que vous constatez un lien évident? Autrement dit, quand il y a un certificat, une note au bout, finalement, l'implication pourrait être plus forte. Est-ce que ça, c'est éprouvé? Alors c'est éprouvé, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'engagement des étudiants est beaucoup plus fort lorsque le cours est adossé à une certification, c'est-à-dire que l'obtention, la validation du cours est liée à l'obtention d'un certain niveau de certification. On voit effectivement que les étudiants se donnent un tout petit peu plus, voire beaucoup plus, à l'obtention de ce certificat. On peut mettre des certificats, mais non obligatoires. Dans ce cas-là, l'implication est un tout petit peu moindre que dans le cas précédent. Marc Alperovitch, quelle est la valeur des certifications finalement sur le marché de l'emploi auprès des candidats tout d'abord, puis on verra les entreprises ensuite, finalement indépendamment de leur enregistrement ou non au répertoire spécifique et de l'aspect financement associé ou pas? Oui, je crois qu'il est important de différencier la reconnaissance administrative, qui est une autorité, dit qu'une certification a toutes les caractéristiques d'une bonne certification, de la reconnaissance tout court, c'est-à-dire est-ce que les gens dans la rue, est-ce que les gens qui embauchent, est-ce que les gens qui la passent savent ce que c'est et quelle valeur ça a à leurs yeux. Parce qu'au final, on est là pour l'employabilité, on est là pour que des gens puissent changer de travail, puissent être embauchés. Donc ce qui compte surtout, c'est est-ce que quand le recruteur voit la mention sur le CV, sur le profil LinkedIn, il y accorde de la valeur? C'est cette reconnaissance-là la plus importante. On a des exemples comme tout le monde connaissait le TOEIC ou le TOEFL, à l'époque le TOEFL, avant que l'inventaire même qui précédait le répertoire spécifique. Le répertoire spécifique existe. Donc on avait un objet qui n'était pas reconnu administrativement et qui était pourtant parfaitement reconnu par les gens dans la rue. Pour des plus petits certificateurs comme nous, on ne va pas se voiler la face. On fait des sondages réguliers pour le renouvellement de nos certifications auprès de France Compétences, donc ça nous permet d'apprendre des choses. Il y a 3 ans, il y avait un certifié sur 4 qui savait ce qu'était le TOSA avant de le passer. Là, on est en phase de renouvellement, on est passé à 1 sur 3. Donc il y a encore du chemin.
Par contre, ils nous donnent un message paradoxal, c'est que même s'ils disent, 2 sur 3 disent je ne le connaissais pas, ils disent qu'ils pensent que ça a une valeur pour leur employabilité, pour leur CV, et dans la partie des chefs d'entreprise qu'on interroge, on a probablement des chefs d'entreprise qui ne savent pas ce que c'est que le TOSA, mais qui, quand ils voient un TOSA sur un CV, estiment que c'est un plus dans leurs critères de sélection du candidat. Ils nous le disent très clairement. Laurence Lepauder a exprimé la stratégie qui est celle d'un établissement de formation qui, en réponse à des sollicitations d'entreprise, peut inscrire les certifications de manière volontaire ou obligatoire. Quel type de demande constatez-vous sur le marché vous-même par rapport à vos certifications? Est-ce qu'il y a des stratégies un peu nouvelles qui montent en puissance ou finalement ça devient un passage obligé, voire un plus que l'on peut inscrire sur un CV ou sur une plateforme dédiée? On a de plus en plus d'établissements de formation qui proposent des plateformes où les compétences sont recensées. En fait, ça va dépendre de la reconnaissance dont bénéficie le diplôme, parce que souvent là on parle d'écoles qui délivrent un diplôme à la fin. Quand on parle d'établissements qui n'ont aucune difficulté à placer leurs candidats, Gage, les DEC, ou les élèves à la fin de leur cursus, ils ont des demandes d'emploi. Là, la motivation de mettre en place une certification, c'est celle que vous avez exprimée, c'est une implication supplémentaire de l'apprenant quand il suit la formation qui est associée. Et d'ailleurs, ce que vous disiez, nous, dans nos sondages, on l'a aussi vu, c'est-à-dire que même si on prend les personnes qui ne sont pas des étudiants, mais en formation professionnelle, ils nous disent à peu près à 70%, le fait de passer une certification à la fin, ça augmente l'implication que j'ai dans la formation. Donc là, on est dans une certification, on va dire, pour renforcer l'apprentissage de l'étudiant. Et puis, on a des diplômes moins reconnus, avec des problèmes d'insertion qui peuvent exister, et où là, on va chercher à aider le candidat, l'élève, à avoir le plus de chances d'être employé. Et dans ce cas-là, la certification, ça va être un truc en plus sur le CV, une chance en plus d'être embauché. Pierre Lamblin, à travers vos études, que peut-on dire des attentes des étudiants, des futurs cadres, à la fois, par rapport au souhait de développement des compétences? On sait que c'est un sujet fort pour eux, la capacité des entreprises qui les recrutent à développer leurs compétences, et 2, le regard plus spécifiquement sur les certifications. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Et avant toute chose, souligner que ce que nous disent les cadres, notamment les jeunes diplômés, mais aussi les jeunes cadres, ceux qui ont moins de 35 ans, concernant le développement des compétences, ils le jugent comme indispensable, incontournable, pour mieux être armés sur leur métier, sur leur secteur d'activité, mais aussi pour développer de nouvelles compétences, développer de nouvelles méthodes de travail, notamment collaboratives. On parle beaucoup de collaborative, vous le savez, mais aussi et faire évoluer les pratiques managériales ou encore son développement personnel. Je pense aux compétences comportementales dites les soft skills. Après, quand on cherche à objectiver, puisque c'est le rôle de nos études, c'est d'objectiver avec quelques chiffres. Je ne vais pas vous donner de chiffres, hein, soyez rassurés, mais quand même c'est intéressant, puisque quand je dis que le développement des compétences est indispensable, on a quand même près de 2 cadres sur 3 qui estiment nécessaire de suivre une formation au moins une fois par an. Et dans les faits, c'est beaucoup moins que ça, puisque là aussi on l'a objectivé, 40% des cadres nous déclarent avoir suivi une formation durant les 3 dernières années. Et on tombe à moins de 30% chez les plus seniors. Donc on est loin de... Il y a un décalage entre les attentes, le souhait et cette réalité. Également souligner, puisque j'ai entendu le mot intelligence artificielle tout à l'heure, que les mutations actuelles que l'on vit aujourd'hui, hein, qui sont installées dans le paysage, aussi bien la transition écologique que l'intelligence artificielle avec l'arrivée des IAG, hein, des solutions d'intelligence artificielle générative qui s'imposent à nous, engendre des fortes attentes en matière de formation, d'accompagnement par les cadres, hein, puisque un cadre sur 2 nous dit avoir besoin
d'un accompagnement sur la transition écologique, ils sont 6 sur 10 sur l'intelligence artificielle. Donc il y a véritablement des besoins. Et s'agissant des formations certifiantes, là aussi on les a interrogés tout récemment. Et c'est intéressant parce que ce sont les jeunes cadres qui considèrent, qui sont les plus convaincus par leur utilité, notamment pour leur évolution professionnelle. Donc ça c'est intéressant, beaucoup plus que ne le sont les cadres seniors. Hein. Ils sont près de 3 sur 4, contre moins d'un sur 2. Encore faut-il connaître ces dispositifs, puisque à la question est-ce que vous les connaissez, ils sont 1 sur 2 à avoir déjà entendu parler des certificats de qualification, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit véritablement. Il y en a qu'un sur 3 qui sait de quoi ça parle. Donc il y a vraiment un besoin d'améliorer la connaissance sur ces dispositifs. C'est le même cas sur la VE. Hein. Ils ont le même regard, même s'ils sont un peu plus nombreux à considérer que c'est utile, que ça pourrait leur être utile dans leur évolution professionnelle. Et enfin, juste un dernier chiffre, puisqu'à là aussi on l'a mesuré, on a 23% des cadres qui ont déjà obtenu un certificat de qualification durant leur vie professionnelle, 16% un certificat, une formation certifiante, pardon, et seulement 6%, 7% une VE. Donc ça fait 23% au total. Voilà quelques chiffres pour illustrer le regard que peuvent avoir les cadres. Donc un fort besoin, des attentes, mais aussi une méconnaissance de comment y aller, comment être accompagné. Je rappelle que ce sont des cadres dont je parle qui sont en emploi, donc qui sont en place dans les entreprises et qui ne sont pas toujours accompagnés suffisamment par leur direction des ressources humaines, enfin les responsables RH ou leurs managers. Oui, on le voit à travers le décalage entre les aspirations et les constats. Philippe Tourneur, alors même question sur votre champ des demandeurs d'emploi. Quelles sont les remontées des demandeurs d'emploi sur les certifications et quels sont les comportements de consommation quand on regarde les achats de formations certifiantes ou pas? Alors les demandeurs d'emploi, hein, c'est vrai que j'entends beaucoup parler d'étudiants, de jeunes cadres, etc. Moi je vais vous parler des demandeurs d'emploi, la population... 60% d'entre elles n'a pas le bac. Hein. Cette population, depuis le plan d'investissement dans les compétences, s'est fortement orientée vers les formations certifiantes. 49,2% des achats de formation collective, des entrées de formation sur les achats de formation collective concernent les formations certifiantes. En revanche, sur les formations du RS, on ne compte plus que 20% de ces 49% en entrée. Je crois que, et avoir écouté du coup les autres tables rondes, le ministre ce matin a utilisé le terme de signal, mais beaucoup en termes de signal pour. Nous, ce qui nous manque à France Travail et pour les collègues, c'est le signal par les entreprises, parce que nos demandeurs d'emploi, à la fois, ils sont convaincus de se former pour l'insertion professionnelle, mais se certifier pour se certifier, je ne suis pas sûr que ça ait du sens pour tout le monde aujourd'hui. La preuve en est, c'est que quand j'ai interrogé la direction Auvergne-Rhône-Alpes sur la façon dont ils constituaient leurs achats collectifs, ils me disaient on regarde évidemment les offres d'emploi. Et sur ces offres d'emploi, effectivement, des exigences en termes de certificats dont on parle ici de la performance, de l'intérêt, etc., n'existe pas réellement. Et du coup, la question du sens pour les demandeurs d'emploi n'est pas toujours là. Alors du coup, nous, France Travail, on s'est mis à acheter dans une dynamique qui s'appelle multithématique, c'est-à-dire que pour intégrer les certificats TOSA, TOEIC, etc., eh bien, on les couple avec des formations RNCP longues, de façon à ce que on entre les demandeurs d'emploi dans une logique de parcours de certification. Hein, une logique aussi qui est développée auprès des conseillers, puisque aujourd'hui les conseillers nous disent que pour eux les certificats je dirais courts, enfin voilà, sur les compétences socles sont bien des premières marches
pour ces parcours de certification et l'accompagnement global. Employabilité, alors on s'est beaucoup placé là du point de vue des bénéficiaires. Si on se place du point de vue des entreprises et de ce qu'elles privilégient, Marie-Laure Collet, déjà peut-être quel est votre regard sur la place des diplômes par rapport aux autres types de certifications? On a vu ce matin qu'il y avait des certifications formelles et d'autres informelles, des open badges, etc. Est-ce que cette place des diplômes vous paraît être une spécificité française, vous qui êtes dans le recrutement et qui connaissez un peu les pratiques européennes en la matière, qui peuvent être très différentes des pratiques françaises? Alors, il y a plusieurs façons de répondre, évidemment. Si je reprends ce que dit régulièrement Juliette Funès, qui a fait ce métier de consultante en recrutement au démarrage de sa carrière, elle dit que la France est encore un pays très aristocrate par rapport au regard que l'on porte en tant que recruteur sur cette notion de diplôme. Et évidemment, dans le CV, je rappelle que le CV, ça veut dire curriculum vitae. Je ne sais pas s'il y en a encore qui parlent latin dans la salle, mais pour moi, c'est un terme qui devrait être très actif et très in. Mais pour moi, le CV, c'est bien compétences et valeurs et non pas curriculum vitae. Ça remet un peu les choses en place. Et ça dépend aussi si vous recrutez pour une grande entreprise ou pour une TPE-PME. Et là, malheureusement, alors j'en parlais, je crois, à la pause déjeuner, on a une vraie fracture sociale en France sur le regard du diplôme ou des certifications par rapport à ce qu'on est employeur dans une grande entreprise ou qu'on est employeur dans une TPE-PME. Pourquoi? Dans une grande entreprise, vous avez tout un service sur la formation. Et donc, ce sont des experts de la formation qui aiguillent les RH et les opérationnels dans le recrutement sur ce qu'ils attendent d'un futur collaborateur ou de la progression de carrière du collaborateur dans l'entreprise. Ok, moi je ne vais pas vous parler de ça. Moi je vais vous parler du patron de TPE-PME qui se retrousse les manches, qui voit des CV où il ne comprend plus rien aujourd'hui, si ce n'est effectivement les écoles de rang A, parce que c'est dans son cerveau, c'est ancré, mais sur les écoles où depuis, on va dire à peu près 15 ans, on fait de plus en plus de marketing pour attirer les jeunes et on ne sait pas du tout ce que l'on y enseigne. On ne connaît même pas les compétences délivrées, en tout cas dans leur lisibilité, donc c'est un petit peu la jungle. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Laurence Carlinet ce matin en parlant d'harmonisation et de convergence. Il faudrait un petit peu harmoniser et rendre beaucoup plus lisible pour les patrons dont l'expertise n'est ni la formation, ni le diplôme, ni la certification, parce que ce sont des sujets qu'ils externalisent et qui confient bien souvent, excusez-moi de vous le dire, à leurs experts comptables qui ont un petit département RH parce qu'ils peuvent pas payer de consultants RH comme nous parce que ça coûte trop cher. Donc il faut harmoniser, vulgariser ces titres de diplôme et de certification parce que, et là c'est pas moi qui l'écris, ce sont les équipes qui nous ont invités. Les certifications professionnelles sont bien plus qu'une simple validation des compétences. Elles représentent les fondations sur lesquelles se construit l'excellence dans le monde du travail. Parce que comme le disait Marc tout de suite, un diplôme ou une certification, si ça ne débouche pas sur l'employabilité, ça sert à rien. Et je finirai par là, c'est que au-delà de rentrer dans l'entreprise par finalement un CV qui fait la liste à l'après-vert des diplômes et des certificats, qui ont finalement la valeur qu'on veut bien leur donner par rapport à la connaissance qu'on en a, c'est que la formation tout au long de la vie, qui sera émaillée de diplômes mais aussi de certificats, devra devenir une obligation et une compétence du chef d'entreprise, qu'il soit patron de TPE, PME, ETI ou grand groupe. Et là, si on n'est pas dans la simplification au quotidien, vous allez accélérer cette fracture sociale qui, je le répète, ne met pas sur le même pied d'égalité, et on n'est pas dans un pays d'égalité des chances, je suis d'accord avec celui qui m'en a parlé ce midi, les salariés des TPE-PME et les salariés de grands groupes. Et on va continuer à agrandir la fracture. Alors, je ne vous parle même pas par rapport aux autres pays de l'Union européenne ou même le grand international.
Merci Laurence Lepauder. Il y a une opposition, une complémentarité entre les diplômes, les certifications, les reconnaissances de compétences moins formelles? Pour moi, c'est des complémentarités. Un diplôme, alors je reprends un peu vos propos et je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que maintenant, il faut arrêter de regarder un diplôme une fois dans sa vie. Enfin, on ne passe pas quelque chose à un seul moment. On se forme tout au long de sa vie. Il faut absolument maintenant considérer, et je pense que les écoles de commerce ou les universités commencent à le comprendre, commencent à l'intégrer dans leur plan de formation ou dans leurs offres de formation. Nos compétences doivent évoluer au fur et à mesure que l'on évolue dans la vie. Ces compétences, elles peuvent être validées au départ par un diplôme, pourquoi pas, mais après elles doivent être mises à jour ou développées ou approfondies par des certifications. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, vous parliez de badge ouvert ou badge fermé, etc. C'est vrai qu'il y a une jungle à l'intérieur même de ces badges. Quand on voit des certificats qui sont adossés à des référentiels de compétences type RNCP, là, c'est clair, on sait où on va. Et donc là, la valeur du certificat ou de la certification passée peut être un gage de qualité ou d'acquisition de compétences visible dans les entreprises ou auprès des chefs d'entreprise. Alors, on a évoqué les entreprises qui sont sensibles à des certifications, par exemple inscrites au répertoire spécifique, qui ont une légitimité, etc. À côté de ça, et ça c'est un peu la zone grise, difficile à quantifier, il y a toutes les demandes des entreprises qui portent sur des certificats, des attestations de compétences, qui peuvent être d'ailleurs propres à l'entreprise ou à un secteur en particulier. Est-ce que ces demandes-là, voilà, vous qui recevez les demandes des entreprises, qui avez un conseil de perfectionnement, qui avez autour de la table qui réunissait régulièrement les entreprises, est-ce que ces demandes-là, elles montent en puissance, elles sont plutôt de plus en plus fortes, ou on a des entreprises qui, pour des besoins ponctuels, peuvent demander à construire avec vous, enfin, est-ce que vous les accompagnez dans la construction de certificats particuliers? Oui, en fonction en fonction des secteurs de spécialisation. Je vous donne un exemple. Certaines entreprises nous ont demandé de créer des certificats d'achat responsable. Donc on en revient tout à l'heure à des compétences en matière de développement durable, de sustainabilité, etc. Dans les métiers achats, alors c'est pas aussi évident que ça, on a créé carrément, on a monté carrément tout un programme de certification dans les achats responsables. Mais ça dépend d'un métier ou d'un secteur en particulier. Marc Alperovitch, on disait tout à l'heure que Philippe Tourneur disait qu'à France Travail, il y avait la moitié des achats qui étaient des achats de parcours certifiants. Est-ce que vous, avec votre prisme, vous avez l'impression que les entreprises sont de plus en plus dans une logique de parcours certifiant, ce qui serait logique finalement, puisqu'il y a un prisme certifiant de la loi Avenir Professionnel, ou est-ce qu'elles sont en réalité plus à la recherche de moyens de capter les compétences, qu'elles soient formelles ou pas, parce que quand on discute avec beaucoup de DRH, finalement, souvent ils disent certification ou financement, c'est pas l'aspect principal. Alors, chez Isograd, on a une activité qui s'appelle Isograd Testing Services, où on fait de la certification pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition notre savoir-faire auprès d'une entreprise pour qu'elle puisse créer sa certification. Il y a une vraie activité, mais j'allais vous dire, c'est du Canada Dry de certification. Il y a un obstacle majeur, c'est-à-dire il y a une envie de former et de certifier les collaborateurs, et à la fois en termes de reconnaissance, à la fois pour l'implication, on a envie que ce soit certifiant. Donc le début de la démarche, c'est oui. Et puis après, on se heurte à un mur, c'est la mise en place. Une certification, on l'a beaucoup dit ici, c'est un protocole de passage. Donc il faut s'assurer que le candidat, il a respecté les règles, il n'a pas demandé à sa cousine, à quelqu'un d'autre de faire l'examen, il ou elle n'a pas triché pendant l'examen. Et même dans une boîte, on pourrait se dire, bon, ça ne va pas se produire. Il y a des gens qui peuvent se dire qu'il y a peut-être des enjeux professionnels derrière leur réussite ou l'échec à cette certification. Et donc, un protocole d'examen, ça veut dire quoi?
soit aller en centre de passage. Alors moi, je vous prends l'exemple du Crédit Mutuel. On a développé un passeport de compétences. Je crois qu'ils ont fait passer 97% de leurs effectifs. On parle de 70 000 personnes. Voilà, on ne va pas envoyer 70 000 personnes en centre de passage, ça ne va pas arriver. Ou bien la surveillance à distance. La surveillance à distance, c'est très intrusif. Parfois, ça contrevient aux pratiques de sécurité de l'entreprise. On ne peut pas installer des logiciels qui vont enregistrer votre caméra dans l'entreprise. Donc, en fait, il y a une envie. Elle est là. Ça débouche sur des passeports, ça débouche sur des badges. Mais on n'est pas dans la certification au sens RS du terme, avec un deuxième obstacle. Mais comme souvent le premier n'est pas franchi, il se pose encore moins. C'est que qui dit RS dit dépôt France compétences, dit savoir-faire, dit refus. Donc les gens se lancent pas forcément. Non mais 80%, je veux dire, ça a été répété. C'est un syllogisme, mais vous êtes présent, vous, dans de nombreux pays. Vous avez l'impression que ce prisme certifiant français, qui a pris de l'ampleur ces dernières années, c'est une exception? Alors, c'est plutôt le prisme. Alors oui, la certification comme activité auprès des organismes de formation, c'est très franco-français. Mais par contre, ça vient compenser autre chose, qui est les tests techniques de recrutement. En France, mis à part en informatique, on fait passer très peu de tests techniques à l'embauche. On fait passer des tests psycho, c'est très bien, tout ce qu'on veut, mais des tests techniques, on en fait passer très peu. Alors que dans les pays anglo-saxons... Alors là, vraiment, vous prenez le Canada, mais pour n'importe quel job, on passe des tests techniques dans tous les sens. Donc on va dire l'un compense l'autre. Ce qui serait peut-être jugé illégal en France, d'ailleurs. Ah non, comme heureusement pas. Non, on peut. Non, parce qu'on avait eu quand même, à certains moments, ça remonte, mais des décisions de justice il y a une douzaine, quinzaine d'années, certains s'en souviennent peut-être, sur les compétences comportementales, où l'évaluation de ces compétences-là n'était pas objectivable. Le tribunal avait dit, il est difficile, il est compliqué, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes freins dans d'autres. Oui, dans le test technique, l'avantage, c'est que s'il y a de la méthodo, si c'est bien fait, c'est objectif. On essaye que ça le soit en tout cas. Donc voilà, il y a vraiment, et je dirais en ce sens, la France, même quand on prend la Belgique, donc des pays qui sont pas loin culturellement, il y a vraiment une exception française dans l'absence de l'utilisation des tests techniques. Pierre Lamblin, non pas à travers l'activité études cette fois, mais plus d'accompagnement des entreprises, l'APEC organise très régulièrement des ateliers. Alors, majoritairement à destination des entreprises de moins de 250 salariés, de manière totalement gratuite d'ailleurs, des prestations gratuites, beaucoup autour de la marque employeur, avec les enjeux depuis 1 an et demi, 2 ans, d'attractivité et de rétention. Quelles sont, à travers cette activité-là, les demandes de reconnaissance de compétences, sur quoi peuvent travailler les consultants APEC autour de reconnaissance de compétences, capacité à développer les compétences et capacité à pousser un certain nombre de certifications qui sont un facteur d'attrait, un levier d'attrait incontournable. Alors, avant toute chose, qu'il faut entendre, quand on est jeune cadre, quand on est cadre en poste, quel que soit l'âge, ce qui est important à leurs yeux, ce sont les éléments, bien sûr, de rémunération. Il n'y a personne qui travaille pour l'argent de poche. La rémunération, qui plus est, on a traversé une période d'hyperinflation. Donc c'est un sujet prégnant. Le deuxième facteur à leurs yeux important, c'est aussi l'intérêt qu'on peut trouver dans son travail, l'intérêt du poste, des missions, le sens qu'on peut donner dans son travail. Et le troisième sujet important à leurs yeux, c'est le sujet de l'évolution professionnelle et du développement des compétences. Tout ça est associé. Et on retrouve dans la combinaison attractivité, recrutement, fidélisation, management, tout est lié. Tout est lié. Je vous cite simplement un chiffre qu'on a là aussi objectivé. On a 22% des cadres qui ont réalisé une démission précoce, donc qui ont quitté de leur fait l'entreprise dans les 6 mois, 12 mois, 18 mois suivant leur embauche. Ça, on l'a objectivé sur une période de 10 ans. 22%, on est à 42% chez les moins de 35 ans. Et quand on creuse les raisons pour lesquelles ils démissionnent, la principale raison, c'est un décalage important entre la promesse employeur est tout autant importante. Donc c'est ce qui est tenu à l'embauche en matière de perspective d'évolution, comment je vais pouvoir développer mes compétences,
le climat de l'entreprise, la façon de manager, etc. Donc s'il y a une insatisfaction, si les attendus ne sont pas au rendez-vous, dit autrement, le cadre n'aura pas d'état d'âme, notamment chez les plus jeunes, et quittera l'entreprise. Et notamment sur le sujet des compétences, puisque ce qu'attend un jeune, encore plus, c'est d'évoluer rapidement, qu'on l'accompagne pour développer ses compétences, et pas nécessairement qu'on lui mette à disposition, comme ça existe encore beaucoup, trop souvent dans les entreprises, un plan de formation annuel dans lequel il ne va pas se retrouver. Moi, chez moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui n'attendent pas, hein, qui vont repérer par eux-mêmes des formations certifiantes et qui vont utiliser tel ou tel MOOC pour acquérir de nouvelles compétences et contribuer au développement de nos activités. Voilà, et c'est ça qu'attendent les cadres et notamment les jeunes. Donc s'il y a une insatisfaction, donc il n'y aura pas d'état d'âme. Donc l'importance quand même de la promesse employeur, donc la nécessité pour les entreprises de revoir, si je puis dire, leur logiciel en matière de pratique de recrutement, mais aussi de fidélisation. Donc dit autrement, c'est recruter différemment, attacher davantage d'importance à la période d'essai, à la période d'intégration, le développement des compétences, j'ai dit, la formation, bien évidemment. Donc c'est revoir tout ça. Et nous avons un rôle, nous l'APEC, puisque nous sommes un des opérateurs du Conseil d'évolution professionnelle. Hein, on accompagne près de 100 000 cadres sur le CEP, dont la plupart sont des cadres de TPE-PME. Donc à la fois pour faire un point sur leur situation professionnelle, mais aussi voir avec eux de quelle façon ils peuvent développer leurs compétences, bâtir un projet de formation, un projet de reconversion. On a assez peu entendu le terme reconversion, mais peut-être vous en avez parlé ce matin. Mais ça, c'est un véritable sujet qui va peut-être s'imposer davantage à davantage de personnes dans les années à venir, notamment sous l'effet de la transition écologique. Donc d'aller sur des formations courtes ou pas, certifiantes ou non, et c'est là où on attend le rôle d'acteur, les entreprises en premier lieu, mais aussi l'APEC qui est là aussi pour ça, pour aider tous les acteurs. Sachez que nous, à la direction Données Études, nous avons développé un outil qui est actuellement à la main des consultants, de façon à les aider à mieux repérer. Par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, souligné Marie-Laure Collet tout à l'heure, donc ce à quoi j'adhère complètement, c'est compte tenu de la foison de l'offre de formation, il est difficile de se repérer. Donc nous avons bâti un outil de manière à faciliter la tâche des consultants, de manière à pouvoir repérer plus rapidement les formations dans tel ou tel territoire et tout type de formation. Donc on a commencé par la formation dite verte, en lien avec la transition écologique, parce qu'on a mis un accent fort sur cet enjeu-là à l'APEC, mais on va poursuivre et étendre à l'ensemble des formations. Il y a un vrai enjeu, on le voit à la fois de montrer ses compétences pour les candidats et de les capter pour les entreprises. On évoquait tout à l'heure les tests de recrutement. Philippe Tourneur, à France Travail, vous avez un dispositif qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, où pour recruter sur certains métiers, on procède par analogie de compétences et finalement on permet à des candidats de se tester, souvent des candidats issus de secteurs complètement différents. Et souvent, quand on interroge les entreprises à l'issue, celles qui utilisent la méthode, sans CV, donc en mettant le CV de côté, elles disent qu'elles n'auraient jamais recruté ces profils-là sans la méthode. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que ceux qui passent ces méthodes de recrutement de simulation et qui passent le cap, qui réussissent, il y en a quoi? Il y en a la moitié peut-être, autour de la moitié. Finalement, c'est une compétence. C'est une compétence en plus, dans un domaine qui n'est pas le leur. Est-ce que ça pourrait être formalisé peut-être davantage, conservé? Oui, alors, je pense que c'est une méthode comme une autre, mais qui amène effectivement à réfléchir sur l'harmonisation de nos pratiques quand on parle de certification de compétences et d'harmonisation. Enfin, cet outil est très intéressant parce qu'effectivement, il donne ces chiffres-là, mais ce qui permet aussi de mieux échanger avec le monde de l'entreprise, comme on l'a fait en lançant le marché public de l'AFEST, comme on le fait en lançant aujourd'hui
aujourd'hui la nouvelle POE de 300 heures où la formation peut se faire 100% par un tuteur. C'est-à-dire que France Travail, on cherche vraiment tous les process qui permettent de certifier la compétence, mais encore faut-il que on arrive à être sûr que ces process de certification amènent vraiment à l'insertion, puisque c'est l'objectif de France Travail. Alors précisément, vous parliez des POE, donc préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, donc avec une promesse d'embauche au bout. Les partenaires sociaux, vous avez demandé d'encadrer le tutorat et vous avez créé un dispositif qui permet d'éclairer les compétences du tuteur à acquérir. Expliquez-nous. Alors, je ne crois pas que ce soit, indirectement, c'est cela. En fait, le dispositif qu'on a créé, c'est de permettre au tuteur d'attester les compétences acquises par le bénéficiaire tout au long de cette POE. Mais c'est vrai qu'en faisant ça avec les entreprises, on se questionne du coup sur la compétence du tuteur à attester la compétence. Voilà. Et surtout, à ce qu'elle soit reconnue par l'entreprise B qui embauchera demain. Enfin, vous voyez, la logique NVQs d'Angleterre, qui existe depuis 20 ans, n'est pas encore vraiment passée chez nous, quoi. Donc c'est un double ressort. Un guide, un document qui précise les compétences du tuteur à acquérir et le tuteur qui, engagé dans l'accompagnement tutoral, consigne les compétences acquises par le tutoré à l'issue de la période en alternance ou autre. Voilà, c'est exactement ça. Et ça nous permettra effectivement de compenser tous les contrôles qualité que l'on va faire sur les organismes de formation qui font de la POE, et de ceux qui accompagnent, des entreprises qui accompagnent simplement par le tutorat. Autre élément intéressant, lors de notre échange préparatoire, vous aviez évoqué un souhait, une piste intéressante à explorer, en partenariat avec les établissements de formation. C'est un livret qui pourrait permettre de recenser au fur et à mesure, au fil de l'eau, un certain nombre de compétences. Expliquez-nous. Oui, alors on l'a déjà écrit comme une exigence dans les marchés publics régionaux qui sont publiés. C'est que justement pour pallier à cette méconnaissance et pour le candidat et pour le conseiller et pour nourrir, on en parlera tout à l'heure, à la fois le profil de compétences ou le plan de développement des compétences, on a demandé effectivement à ce que les organismes de formation développent un livret de compétences acquises tout au long de la formation et du coup qu'ils utilisent ce qu'il leur semble bon d'utiliser. Enfin, nous, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des pédagogues, on ne sait pas si l'open badge vaut mieux que autre chose, de façon à ce que ce livret puisse être porté par le demandeur d'emploi avec son passeport de compétences dans les entreprises. Marie-Laure Collet, de manière très courte, comment est-ce qu'on pourrait travailler sur des reconnaissances moins formelles, des reconnaissances par des pairs, des badges, etc. Il y a plein de modalités qui ont été évoquées. Alors oui, alors il y a le nom barbare de la PMSMP, c'est situation. La période de mise en situation en milieu professionnel. Merci. Et en fait, on est en train de réfléchir avec un groupe d'experts sur aussi, j'allais dire, le système d'exploitation de l'ensemble des formations qui est l'expérientiel, parce qu'on voit bien que pour aller plus loin que cette période de mise en situation en milieu professionnel, il faut par l'expérientiel, faire évidemment l'acquisition de compétences et donc valider ces compétences, mais il faut aussi le corréler avec l'appétence. On parle beaucoup de compétences, mais qu'est-ce qui drive la motivation d'un individu pour gérer sa carrière? C'est son appétence qui évolue tout au fil de sa carrière. Et il faut que ce soit corrélé avec aussi ses contraintes personnelles, liées notamment à son bassin de vie, son bassin économique, parce que moi qui fais du recrutement depuis quand même maintenant plusieurs décennies, n'est-ce pas, il y a quelques années, je n'avais aucun problème à faire déplacer des familles lorsqu'il s'agissait de changer d'entreprise, d'évoluer. Aujourd'hui, où la cellule familiale a pris depuis 10 ans une toute autre physionomie, il est évident que les gens, et alors ça s'est accentué avec le Covid,
malgré le télétravail, hein, et tous les métiers ne sont pas télétravaillables, c'est que les gens sont de moins en moins mobiles, ils bougent de moins en moins. Or, comme on l'a dit ce matin, je ne sais plus qui disait, qu'en 87, la durée de vie des compétences techniques, c'était 30 ans. En 2024, c'est 2 ans. Donc, vous imaginez qu'il faut se former tout au long de sa vie, je le disais tout à l'heure, mais vous faites face à des recruteurs, et notamment les intermédiaires privés de l'emploi que je représente, par le biais du Syntec, à des gens dont les compétences elles-mêmes sur l'évaluation des compétences des personnes qu'elles évoluent ne sont pas au niveau. Donc, je me bats pour cela au sein de Syntec Conseil en recrutement. Il faut aussi, et ça c'est le ministre du SOPT qui parlait de confiance et de réputation, hein, tout le monde ici, si vous faites appel à un cabinet de recrutement, il faut que vous ayez confiance en lui. Et donc, si vous avez confiance en lui, bah, vous vous appuyez aussi sur sa réputation, n'est-ce pas? Mais est-ce que, en valeur absolue, les consultants de ce cabinet vont être compétents pour évaluer les compétences de certains métiers ou de certains secteurs qui évoluent à la vitesse grand V? Je ne crois pas. Donc, il est grand temps de faire le ménage chez soi. Moi, je me fais pas que des copains dans ma corporation, vous imaginez. Mais comme je suis au milieu de certificateurs ici, C'est un appel. c'est un appel à travailler avec Syntec Conseil en recrutement. On est un noyau dur où nous sommes tout à fait d'accord, et j'en ai échangé avec le directeur général de l'APEC et le directeur des études qui est là, à travailler sur une certification du métier de consultant en recrutement, en tout cas de tous ceux qui font l'intermédiation de l'emploi en France, avec France Travail, avec l'APEC, les missions locales et autres. Merci beaucoup. Il est temps de clôturer notre séquence. Merci vraiment à tous les 5 pour vos analyses et vos contributions. Merci beaucoup.